Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir quel est l'équivalent de cette suite qui est définie comme cela. Donc alpha 0 qui appartient à R, et ensuite on a une relation de récurrence, donc alpha n plus 1, c'est n plus 1 fois alpha n moins 1. Et donc du coup, on doit donner un équivalent à cette suite, mais pas vraiment à cette suite en fait, parce que ce que j'ai défini, c'est pas vraiment une suite, c'est un ensemble de suites. Parce que notre suite, elle dépend du premier terme. Et d'ailleurs, si on fixe le premier terme, notre suite est fixée. Mais en fait, la vraie question, c'est de déterminer un équivalent de cette suite en fonction du premier terme. Parce qu'on va voir que ça va grandement impacter, et c'est ça qui va faire toute la beauté de l'exercice. Et de toute façon, vous allez bien voir. Cet exercice, il fait suite à la vidéo précédente, dans laquelle on a montré qu'une certaine intégrale pouvait à la fois tendre vers 0 et à la fois tendre vers plus infini si on la mettait dans un programme Python. Eh bien, bien évidemment, une suite ne peut pas tendre vers deux limites, donc c'était l'erreur de la dernière vidéo qu'il fallait trouver. Euh, donc si vous l'avez trouvé, bravo à vous. Mais dans cette vidéo, nous allons donner la réponse à la dernière vidéo. Donc si vous voulez chercher, je vous invite à regarder la dernière vidéo que je mets en barre d'infos et en description. Donc nous allons dès à présent commencer le corrigé de cet exercice. Je vous invite à le faire avant, mais bon, je ne peux pas vous obliger, donc on va commencer le corrigé. Alors, la première intuition qu'il faut avoir, c'est le fait que alpha, ça ressemble beaucoup à la factorielle. Pourquoi? Parce que la factorielle, c'est une suite qui est définie comme ça, en fait. Donc, factorielle de n plus 1, c'est égal à factorielle n fois n plus 1. Et on voit qu'il y a quand même une ressemblance entre ces deux formules, celle-là et celle-là. Il y a juste le moins 1 qui nous gêne. Et bien en fait, pour se donner notre intuition initiale, parce qu'il faut bien avoir une idée il faut bien avoir une idée au début, et ben on va se dire, ok, notre suite, elle va ressembler à la factorielle. On se dit que alpha n plus 1, ça va être environ égal à n plus 1 fois alpha n. Donc là, c'est l'intuition. Donc là, ça, c'est pas justifié, mais ça nous sert à nous donner des idées. Donc en gros, si on fait l'implication de ce que nous donne cette information, ça veut dire, je vous laisse le justifier, mais ça veut dire que alpha n, c'est égal à k fois n factoriel. Où k est le premier terme. Donc ce serait alpha 0. Donc bien sûr, on n'aura pas cette égalité, vu que là, on n'est pas en justification totale, vu qu'on a un petit peu oublié le moins 1. Mais ça nous donne quand même une idée. Donc maintenant, tout le principe des exercices en maths, c'est, une fois que vous avez eu votre intuition, il faut la justifier mathématiquement. Donc comment on pourrait se dire, maintenant qu'on sait, enfin qu'avec notre heuristique, on a trouvé le fait que notre suite, elle allait sans doute ressembler à n factorielle, et ben une idée, pour le prouver, c'est qu'en fait, tiens, je vais pas effacer ça, une idée, c'est de montrer en fait, au lieu de montrer que alpha n c'est k fois n factoriel, je pourrais tout simplement montrer que alpha n sur n factoriel, c'est environ égal à une constante. Donc ça tend vers une constante, par exemple. C'est ça qu'on pourrait montrer. Et voilà, et c'est comme ça qu'on essaie de transformer nos idées pas très rigoureuses en idées rigoureuses. Donc à partir de maintenant, on va être rigoureux. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir rigoureusement notre suite bêta n comme étant alpha n divisé par n factoriel. Et donc on aura alpha 0, enfin bêta 0 qui est égal à alpha 0. Bon, ça c'est logique. Et bêta n plus 1, en fait, je l'obtiendrai en divisant tout ça par n plus 1 factoriel, par exemple. Donc là, on aura bn plus 1. Et là, c'est là que ça va être bien, c'est que là, en divisant par n plus 1 factoriel, bah, n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel. Et donc là, on retrouve bêta n. Et c'est ça qui est très bien. Et là, on a moins 1 sur n plus 1 factoriel. Bon, malheureusement, ça, on va pas trop pouvoir... Enfin, ça va toujours nous embêter un peu, mais moins qu'avant déjà. Donc on réécrit cette égalité. Donc on a donc que pour tout n, bêta n plus 1 est égal donc à bêta n fois n plus 1 sur n plus 1, donc, bêta n tout court, moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et ça, c'est quand même une suite beaucoup plus sympathique. Parce que, en fait, ça, c'est juste une somme. Ça, c'est juste la définition de la somme des inverses des factoriels. Parce que, enfin, c'est pas vraiment la somme, c'est l'opposé de la somme. C'est l'opposé de la somme. Parce que pour passer d'un terme au suivant, on prend le terme d'avant et on lui enlève juste un 1 sur n plus 1 factoriel. Donc en gros, par récurrence immédiate, on aura que bn, ce sera, par exemple, bn moins 1 moins 1 sur n factoriel,
mais ce sera aussi, si j'applique ça à bn-1, ce sera, enfin, bêta n-2, moins 1 sur n-1 factoriel, moins 1 sur n factoriel, et bon, vous avez compris, par récurrence immédiate, bêta n est égal à bêta 0 moins la somme des factoriels. Pour k allant de 1, attention, parce que à chaque fois, on a notre dernier factoriel qui est un rang de plus que notre terme ici. En fait, pour passer à l'indice du dernier au factoriel, il faut faire plus 1. Donc là, en fait, notre somme, elle va commencer à 1. Parce que là, j'ai 0, et 0 plus 1, ça fait 1. Ça, c'est ce que vous auriez obtenu si vous avez fait une récurrence rigoureuse. Mais là, on va plus vite, on la fait pas. De toute façon, si vous êtes en oral, vous n'aurez pas le temps de le faire. Et si votre prof il vous demande quand même de la faire, bah, vous pouvez la faire et comme ça vous gagnez du temps et c'est parfait. Mais si vous êtes en oral un peu compliqué, normalement il va se dire ok c'est bon, il sait ce qu'il fait, on va le laisser. Donc ça fait la somme des 1 sur k factoriel. Et voilà, on a trouvé une expression pour notre somme. Et ça va bien tendre vers une constante. Parce que ça, on sait ça fait quoi ça? Ça fait E. Enfin ça ferait E si ça commençait à 0, mais là ça commence à 1, bon, c'est pas très grave. Si ça commence à 1, c'est comme si ça commençait à 0, mais il faut enlever le premier terme. Donc ça fait ceci. Voilà, comme ça on est plus précis. Ça va tendre vers E. Ça va tendre vers moins 1, vu que c'est moins 1. Et donc ça va tendre vers B0, bêta 0, moins 1. Et finalement, on aura que bêta n tend vers bêta 0 moins E plus 1, parce que moins par moins. Ou on peut l'écrire aussi, on va le laisser comme ça, parce que on verra que par la suite ce sera bien. Et là en fait, on a tout, parce que bêta 0 c'est alpha 0, et nous on voulait un équivalent, mais on voulait un équivalent en fonction de alpha 0, parce que c'est un peu l'inconnu du problème, qui détermine tout par la suite, mais c'est quand même l'inconnu du problème. Et ben voilà, en fait, parce que si ceci s'attend, si ça c'est une limite, et ben par la définition des équivalents, ça veut dire que bon, on va faire une étape de plus, mais ça veut dire, si je remplace bêta n par sa valeur, ça veut dire que alpha n sur n factoriel tend vers, et tendre vers c'est la même chose que être équivalent à cette constante, bêta 0 moins e moins 1. Donc là j'ai fait une petite erreur, ici, volontaire, mais si vous voulez vous entraîner, essayez de trouver l'erreur que j'ai faite, de toute façon je vais la dire dans quelques minutes, mais en fait je peux pas tout le temps dire que c'est équivalent. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu. D'ailleurs le bêta 0 c'est alpha 0, d'ailleurs on va tout remplacer par les données du problème. Alpha 0. Et finalement on a bien notre équivalent. Alpha n est équivalent à alpha 0 moins e moins 1 n factoriel. Et on a fini notre exercice. Enfin presque. Enfin presque. Alors si vous n'avez pas trouvé l'erreur que j'ai signalée ici, je vais vous la dire. En fait je ne peux pas dire qu'il y a équivalence, parce que dans le cas où alpha 0 est égal à e-1, donc dans le cas intéressant, le cas qui fait que cet exercice est très intéressant, et on peut pas dire ça en fait, parce que ça voudrait dire que ça, ce serait équivalent à 0. Et rien n'est équivalent à 0, à part la fonction qui est égale à 0 à partir d'un certain rang. Et notre fonction, rien ne nous dit qu'elle est égale à 0 à partir d'un certain rang. Donc on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'elle est équivalente à 0, ça c'est une erreur classique, mais vous ne pouvez pas le dire. Donc en gros, on va devoir faire un cas particulier pour le cas où c'est égal à 0. Alors pour ça, il va y avoir deux méthodes. Donc je vais vous dire tout de suite la première méthode. La première méthode, c'est la méthode un peu parachutée, mais elle est quand même très jolie, donc je vais vous la faire. C'est de remarquer que, en fait, si alpha 0 égale à e-1, eh bien on peut vérifier. Bon, bien sûr c'est une méthode un peu parachutée, mais je la trouve juste jolie. Mais si vous voulez une méthode que vous auriez pu trouver tout seul, allez à la méthode 2. Mais si alpha 0 est égal à e-1, donc là on avait l'équivalent si alpha 0 est différent de e-1, mais dans le cas où il est égal à e-1, on a que alpha n est égal à l'intégrale de 0 à n, enfin non, de 0 à 1, de exponentielle de t fois 1 moins t puissance n dt. On va vérifier par récurrence, enfin soit on vérifie par récurrence que ça marche bien, donc en faisant une intégration par partie,
Et vous voyez bien qu'en faisant une interrogation par partie, d'ailleurs je l'ai fait dans ma vidéo, dans la dernière vidéo dans laquelle je vous montre de chercher l'erreur, donc allez la voir si vous voulez savoir comment on fait. Mais il y a une autre méthode en fait à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement de faire un Taylor reste intégral. Donc en faisant un Taylor reste intégral, normalement vous allez avoir, enfin un Taylor reste intégral entre 1 et 0, vous allez avoir que exponentielle de 1, vous pouvez l'approximer en donc exponentielle de 0 plus donc 1 plus x, donc pour x égale 1, donc c'est 1 plus 1 plus 1 sur 2, etc. Donc c'est la somme des... Donc là je fais juste le reste intégral, donc c'est la somme des 1 sur k factoriel, plus le reste intégral, donc de 0 à 1. Et donc dans le reste intégral, il faut mettre la dérivée n plus unième de exponentielle, donc ça n'a pas d'importance, parce que ça ne change pas quand on dérive. Et ensuite il faut mettre le b moins t, donc b égale à 1, moins t, et cette fois-ci puissance n plus 1. Donc je vais aller au rang n moins 1 pour pouvoir mettre le... Ah non, c'est pas puissance n plus 1, c'est puissance n. Oui. Je connais mal ma formule de Stirling. Voilà. C'est puissance n. En fait, pour bien la retenir, je vous avais donné une technique à un moment donné. Je mettrai la vidéo en description, mais faut vérifier que c'est bien homogène. Donc là, j'ai du t puissance n, j'ai du t ici. Donc normalement, pour équilibrer ça, il faut juste savoir que là, j'ai dérivé n plus une fois. N plus une fois. Donc en gros, j'ai du t puissance n plus 1 divisé par du t puissance n plus 1. Donc mon truc est bien homogène. Voilà, c'est comme ça qu'on se souvient bien de la formule de Taylor reste intégral. Et voilà, une fois qu'on a ça, je fais sortir un 1 de la somme. Donc je fais commencer la somme à 1 au lieu de 0. Et je sors un 1. Et on voit que si je sors un 1, et ben en fait là je retrouve mon premier terme, donc le alpha 0 qui est égal à bêta 0. Donc ce qu'on a c'est ça. Et ça, si je remplace le e-1 par le bêta 0, hein, et ben on retrouve exactement ce qu'on avait ici. À ceci près que je fais commencer ma somme à 1 et pas à 0. Et ben c'est parfait. C'est parfait, donc je peux dire que ça c'est égal à bêta n. Et donc bêta n est égal à la somme, à l'intégrale qu'on a calculé. Voilà, et ça nous prouve, en majorant par le e puissance t par e, que bêta n est plus petit que e fois ceci. Et bêta n, d'ailleurs, c'est alpha n. Maintenant, je peux le remplacer maintenant qu'on l'a utilisé, je peux le remplacer. Donc alpha n sur n factoriel, c'est égal à ça. Je majore par e, et à l'intérieur, j'ai ceci. Je peux faire le changement de variable u égale 1 moins t qui ne va absolument rien changer à l'intégrale, parce que je vais retourner les bornes, donc ça va annuler mon signe moins. Je peux simplifier la n factorielle, bien sûr. Et donc ça nous fait alpha n qui est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de u puissance n, qui n'est rien d'autre que 1 sur n plus 1. Et donc ça veut nous dire, comme alpha n est par ailleurs plus grand que 0, ça je vous laisse le voir avec, parce que alpha n c'est à une constante près, donc à une constante n factorielle près, c'est ceci, et ceci c'est une intégrale de fonctions positives, donc de fonctions positives, enfin d'un produit de fonctions positives, donc c'est une fonction positive, et donc alpha n est plus grand que 0, et plus petit que e sur n plus 1, donc par le théorème des gendarmes, alpha n converge vers 0, et donc maintenant, et c'est là la petite astuce c'est de reprendre la définition de alpha n, et de utiliser le fait que ça tend vers 0. Donc alpha n plus 1 est égal à n plus 1 fois alpha n moins 1. Et je fais tendre... Donc là, c'est là que c'est très astucieux, parce qu'en fait, quand on utilise une relation de référence, d'habitude, on veut alpha n plus 1 en fonction de alpha n. Mais là, on l'utilise pour un but assez original, on l'utilise pour faire disparaître le alpha n plus 1. Donc c'est quand même... perso, je me souviens que j'avais bien galéré quand j'étais en sup sur cet exercice, parce que j'arrivais pas à me dire que ça pouvait servir à ça, une relation de récurrence. Mais en fait, ça nous sert, en regardant bien cette ligne-là, à nous dire que n plus 1 fois alpha n tend vers 1. Parce que ça tend vers 0 du coup.
Et donc si n plus 1 fois alpha n tend vers 1, alpha n est équivalent à 1 sur n plus 1, et n plus 1 c'est équivalent à n, donc alpha n est équivalent à 1 sur n. Et ça marque la fin de notre exercice. Alors, sans plus attendre, on va rapidement passer à la deuxième méthode. Donc c'est une méthode qui est plus compliquée au niveau des justifications, mais plus simple au niveau de comment on y pense, en fait, parce que penser au théorème de reste intégrale pour dire que notre suite était en fait égale à une intégrale, c'est quand même pas très évident. Mais là, c'est beaucoup plus fluide au niveau raisonnement. Donc en fait, il faut juste se rendre compte que notre suite bêta m, qui était égale à alpha m sur m factoriel, eh ben, elle est tout simplement égale au reste de la somme qui donne E. Enfin, qui donne E-1 si on l'a fait commencer à 1. Donc je vous ai mis la justification à l'écran. Et en fait, là, on a bêta m en fonction du... Enfin, on a bêta m sous forme d'une somme. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un équivalent. Mais en fait, les sommes, c'est un peu comme les intégrales. C'est comme ça qu'il faut les voir. En fait, pour trouver une intégrale, il faut trouver une primitive. Et ben, pour les suites, pour trouver une somme, il faut trouver une suite qui dérivée, on va dire dérivée discrètement, donc en faisant l'opération de la suite au rang n plus 1 moins la suite au rang n, et ben ça nous renvoie la suite. Donc il faut trouver une suite telle que vn plus 1, enfin vk plus 1 moins vk, égale 1 sur k factoriel. Et vous êtes d'accord que si on trouve cette suite, eh ben, on aura trouvé notre bêta m par somme télescopique. Ben, en fait, cette suite, on va pas pouvoir la trouver, mais on va pouvoir trouver un équivalent. Donc je vous laisse essayer de trouver une suite telle que vk plus 1 moins vk est équivalent à 1 sur k factoriel. Et franchement, elle n'est pas très compliquée à trouver. Donc, allez, je vous laisse 3 secondes. Donc 3, 2, 1. En fait, cette suite, c'était 1 sur k factoriel moins 1 sur k plus... Enfin, c'était elle-même, en fait. C'est ça qui est bien. C'est 1 sur k factoriel. Parce que 1 sur k factoriel moins 1 sur k factoriel au terme d'après, et ben c'est équivalent à 1 sur k factoriel. En fait, la suite des factoriels, des 1 sur k factoriel, elle décroît tellement vite que le terme suivant, il est négligeable devant le terme d'avant. C'est ça qui est bien. Et donc, en remarquant le fait que 1 sur k factoriel, c'est positif et c'est d'intégrale convergente, parce qu'on avait beaucoup utilisé sur cette chaîne le fait que quand on avait une intégrale divergente, et ben, ça conservait le caractère équivalent pour les sommes partielles, et ben, quand l'intégrale est convergente, enfin quand la somme est convergente, et ben, ça conserve le reste de la somme, l'équivalence. Donc voilà, donc on a bêta m qui est en fait équivalent à 1 sur, aux sommes des 1 sur k factoriel moins 1 sur k plus 1 factoriel, et ça c'est une somme télescopique, et on finit bien par trouver que bêta m est équivalent à 1 sur m plus 1 factoriel en calculant cette somme télescopique, et comme bêta m c'est juste alpha m sur m factoriel, et ben on fait remonter le m factoriel, et on obtient bien que alpha m c'est équivalent à 1 sur m. Voilà, donc c'était la manière un petit peu plus fluide de prouver le résultat, mais c'est exactement le même résultat. Si on est sur un point bien précis, en plus un point irrationnel, donc un point où on ne sait pas trop où il est, et bien alpha n va tendre vers 0 à une vitesse très précise de 1 sur n, mais si je me décale de 0,0001 ou de n'importe quoi, et ben je tombe dans l'autre cas, où alpha 0 n'est plus égal à e-1, et dans ce cas-là, ça ne va plus tendre vers 0, mais ça va tendre vers l'infini, et à une vitesse faramineuse. Parce que n factoriel, ça tend quand même très très vite vers plus l'infini. Donc ou bien notre suite tend vers 0 tranquillement, ou bien si on se décale d'un nombre arbitrairement petit de e-1, eh bien ça va tendre vers l'infini de manière très rapide. Et c'est pour ça justement, c'est ça la réponse à la vidéo précédente, que je vous invite toujours à regarder, mais c'est ça la réponse en fait. Si je ne peux pas calculer ma suite alpha n avec alpha 0 est égal à e-1, si je ne peux pas la calculer avec un programme Python, c'est tout simplement parce que en fait, rigoureusement, de manière mathématique, si alpha 0 est égal à e-1, alors alpha n va converger vers 0 comme le fait 1 sur n, mais en fait, en donnant e-1 à Python, eh ben, Python il n'a aucune idée de ce que c'est que e-1 en fait. Python il vous donne un nombre qui ressemble à e-1. Mais ce nombre il va différer de e-1 d'au moins 0,0000 quelque chose. Et même s'il y a 150 zéros avant d'obtenir un chiffre non zéro après la virgule, et ben ce sera quand même suffisant parce que ce delta entre e-1 et la valeur que
que nous donne Python pour e-1, et ben, elle va être multipliée par n factoriel. Donc au bout d'un moment, et ben, ça va exploser. Même si, euh, même si notre distance, c'est entre alpha 0 et e-1, c'est 10 puissance moins 100, et ben, n factoriel va très vite rattraper 10 puissance 100, et donc l'erreur va exploser. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas calculer cette suite avec un programme Python. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, j'ai essayé dans la dernière vidéo, je n'y suis pas arrivé, et ça nous a fait nous interroger sur quelque chose de très intéressant. Et vous vous abonnez si vous aimez bien mes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. À bientôt.